Ok, donc hier on avait fait un sujet, un exercice pardon de SI, et aujourd'hui on va essayer de continuer un petit peu dans cette lancée là de sciences de l'ingénieur, on va dire classe prépa, hein. Euh, on va essayer de continuer ça. Alors bon, je vous laisse limite vous mettre sur pause pour lire un petit peu ceci, c'est toutes les données de l'énoncé. Alors personnellement j'en ai rien à faire parce que je l'ai pas lu. On n'a pas besoin de les lire. Mis à part si vous voulez comprendre ce qu'on étudie. Moi, j'essaie d'être dans l'efficacité. Donc ici, on voit qu'on a des équations et souvenez-vous, hein, on a affaire à des SLCI. C'est SLCI, je vous laisse revenir avec ce que ça veut dire, hein, exactement. On nous donne des modèles de connaissances, donc c'est-à-dire des lois qu'on peut démontrer physiquement. Ça, après, on s'en fout un petit peu. On nous donne des caractéristiques, très bien, mais on nous demande de vérifier l'objectif de l'exercice, ça va être de vérifier les performances du système. Alors, déjà, ils aiment bien mettre ça en général en SI, hein, cette première question un peu à la con, qui consiste juste à compiler toutes ces équations ici et à essayer de trouver cette équation-là. Alors, on nous donne cette équation, tant mieux, parce que si vous avez la flemme de faire ça, vous pouvez passer tout de suite aux questions d'après, qui sont en général, voilà, on va transcrire dans le domaine de la place euh, notre équation différentielle. Donc, on va revenir sur ça assez rapidement par la suite. Ce que je veux essayer d'expliquer ici, c'est que quand vous voyez ça, il faut pas paniquer. Il faut essayer de s'y prendre méthodiquement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qu'on nous demande, c'est égal à quelque chose, plus quelque chose, est égal à quelque chose. Bon, alors, la seule équation qui a un peu cette tête-là, c'est notre loi de conservation de l'énergie. Donc, on va partir de cette équation-là à la base. C'est-à-dire qu'on va noter phi de t est égal à phi 1 de t plus phi 0 de t. Ok, donc on a fait ça, vous voyez que, en fait, ça saute aux yeux, hein. Phi 0, phi et phi 1, ben, les trois sont là. Ils sont donnés juste en dessous, hein. C'est-à-dire que le phi de t ici, on va le remplacer par cx d θ t sur dt. Phi 1, on va le remplacer par sa valeur, hein, qui est kv alpha de t. Et phi 0, on va le remplacer par sa valeur, lambda s sur e, θ0 de t moins θ de t. Voilà. Alors, on n'est pas exactement comment dire, dans la formule qu'on veut. Donc, on va essayer de la traficoter un petit peu. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a le CX ici. Enfin, il faut repérer les dérivés et les grandeurs temporelles. Pourquoi? Parce qu'ici, on a regroupé par grandeur temporelle. Vous voyez qu'il y a θt, dθt, alpha t, θ0t. Donc, c'est ce qui est assez facile à remarquer. Vous voyez ici que dθt, on l'a ici. Ici, on l'a ici. Et vous voyez ici le facteur qu'on a devant. On a déjà le CX, donc ça, pas besoin. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi E, lambda et S. E et lambda et S, ils sont ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'isoler ceci. Enfin, ce qu'on va essayer de faire, hein, globalement, c'est de se rapporter à cette équation-là. Moi, la méthode que j'utilise, c'est toujours de repérer les gros blocs, là, les blocs dérivés, et d'essayer de m'arranger pour trouver l'opération qu'il y a à faire. Parce que là, ici, c'est juste des opérations, hein. Si vous mettez ensuite, à la suite de ça, directement l'équation, à tout moment, le prof va compter bon, hein. Mais là, ici, ce qu'il faudrait dire, c'est que dans 1, on met les équations 2, 3 et 4, c'est-à-dire ces équations-là, hein, 2, 3 et 4, c'est ce qu'on a fait, hein. Et si vous mettez directement le résultat, je pense que le prof va pas le voir. Mais on va essayer de le faire quand même nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va factoriser, enfin, on va diviser par ça de ce côté-là. Donc avant tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, on va diviser par ça, donc ça revient à faire fois E sur lambda S ici, fois E sur lambda S ici, fois E sur lambda S ici. Donc vous voyez que en fait, hein, ce qui va se passer, c'est tout simple, hein. Tout ça, ça va dégager. E sur lambda, S sur S, parfait. Donc ce qui nous fait qu'on va obtenir ceci, ECX sur lambda S fois dθt sur dt est égal à EKV sur lambda S, de la alpha t, plus θ0 de t moins θ de t. Bon, ici, c'est quasiment fini, hein. On a bien quelque chose qui est... Alors, si vous pouvez vous amuser à essayer de retrouver l'homogénéité de ce bordel-là, on a les unités, hein. Vous voyez bien qu'on a le lambda, le E, on a le kV, on a le CX.
Donc, vous pouvez essayer de vous amuser à déterminer l'unité de ça. Moi, je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Et là, ce qu'on voit ici, hein, c'est qu'on a on a le θt qui est ici, et qui est là dans l'équation qu'on veut, et qui est du côté de E fois Cx fois dtθ t. Donc on va le passer de l'autre côté, hein, tout simplement. Quand on le passe de l'autre côté, on obtient θt plus E Cx sur lambda s fois dθt sur dt égal à E kV sur lambda s alpha t plus θ0 de t. Vous voyez bien que je vous assure que j'ai pas lu tout cet énoncé-là, là, j'en avais un peu rien à faire. Alors, vous pouvez vous renseigner, hein, quand même, au moins ce que c'est les grandeurs physiques, si vous voulez, mais aucunement besoin d'aller lire tout ce bordel-là. On peut directement passer dans le vif du sujet et des questions qui sont ultra classiques. Et là, on vient de remontrer, hein, ce truc-là. Uniquement en faisant, en compilant les équations, quoi. Pas si compliqué que ça. Ensuite, on va transcrire cette équation dans le domaine de la place. Alors, on rappelle que, tout de même, hein, dans le domaine de la place, quand on a, par exemple, phi de t, dans le domaine de la place, ça donne, euh, je sais plus, phi de p, là, le majuscule, c'est ça. Phi de p, comme ceci. Quand vous avez phi prime de t, par définition, dans la place, ça fait p phi prime de p plus phi, pardon, moins phi de 0 plus. Quand vous avez phi prime prime de t, hein, on a p carré phi prime. Pardon, j'ai dit de la merde ici. On retire les primes. C'est le principe de la place. Si vous l'aviez pas vu, faites attention. Comme ceci. Euh, ok, voilà. Donc ça, c'est par définition. Alors, est-ce que je le dis? Par contre, ça, je vais devoir le rechercher sur Internet, je pense. Domaine de la place. Euh, En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que pour passer dans le domaine de la place, quelque chose qui est en temporel, ce qu'on dit, c'est que en fait, grand f de z est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins t, euh, enfin f de p, on va dire plutôt, hein, moins tp de t. Et quand vous allez faire, on va dire, les calculs, donc ici, il faut toujours vérifier, ça peut-être si vous êtes en première année de prépa, vous l'avez pas vu, mais il faut toujours vérifier la convergence de cette intégrale, hein, mais on va supposer qu'elle est convergente, à cause du exponentiel moins TP ici. Quand vous allez calculer ça, ici, on pourra s'amuser à le refaire, mais comment je pourrais dire? On retombe sur ça ici. On évalue les grandeurs en fonction des bornes et on retombera sur ça. On va faire une vidéo complète sur ça pour que ce soit bien clair si jamais, mais on n'est pas obligé de savoir faire ce passage-là. On peut prendre ceci pour acquis, ces valeurs-là pour acquis. Ensuite, il y a la linéarité de la- du domaine de la place qui nous dit que quand on a une fonction qui ressemble à ceci, lambda alpha de t plus bêta g de t, ben, dans le domaine de la place, ça revient à faire alpha f de p plus bêta g de p. C'est pratique, hein, donc en fait, Laplace de tout ça, ça revient à alpha Laplace de f de t plus bêta Laplace de g de t. Et c'est ce qui permet ensuite de passer à ceci. Bon, ça c'est les propriétés, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'exercice, faire l'exercice, quoi. Donc on a ceci. On va tout simplement appliquer notre loi de Laplace, hein, notre transformé de Laplace. On va passer cette équation dans le domaine de la place. Alors, dès qu'on rencontre, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dès qu'on rencontre une fonction du temps, on va le passer avec une lettre majuscule et un p. Alors, j'ai aucune idée de comment on fait un θ majuscule, donc on va dire que c'est ça, hein. Plus E Cx sur lambda s, p θ p. Pourquoi? Parce qu'ici on a une dérivée, est égal à E kV sur lambda fois s grand alpha p plus θ0
Ok. Donc là, on vient de passer ça dans la place. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Euh, donc remarquez bien que ce qu'on souhaite ici, c'est exprimer θp en fonction de alpha et de θ0. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre θp tout seul d'un côté. Vous voyez bien qu'il apparaît deux fois ici, donc et en fait c'est pour ça hein, qu'on nous a demandé de le mettre comme ceci. C'est pour nous simplifier la vie par la suite. Pourquoi? Parce que quand vous factorisez ici, c'est assez rapide à faire. Ça fait 1 plus ECX alpha SP est égal à EKV lambda S alpha P plus θ0 P. Ok. Donc ça, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est isoler θp, parce qu'on nous demande θp en fonction des deux autres. Donc θp est égal à 1 sur 1 plus ECX lambda SP ouais, fois EKV sur lambda S alpha P euh, plus θ0 P. Et on n'oublie pas la parenthèse parce qu'on a on a passé tout le truc de l'autre côté, en fait. On a passé tout le produit de l'autre côté. Bon, il faut être à l'aise avec les calculs, le calcul littéral, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le calcul littéral, ça va être la merde. Donc, essayez de vous entraîner un petit peu. Vous avez le résultat ici, hein. Essayez de vous entraîner un petit peu pour voir ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? J'aime pas trop cette forme-là. Alors, on peut la mettre comme ceci, hein. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une autre forme également. θp est égal à donc EKV sur lambda S sur 1 plus ECX sur lambda S P alpha P plus 1 sur 1 plus ECX sur lambda S P θ 0 P. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est parce que je connais l'exercice un petit peu après. Enfin, quand vous voyez le truc juste en dessous, ici, là, vous aurez l'œil au fur et à mesure au fur et à mesure des exercices, quoi, hein. Mais déjà, ce qu'il faut reconnaître ici, donc on a tout simplement distribué hein, ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai fait ça, pourquoi? Parce qu'ici, on a une entrée et une deuxième entrée. Disons que une sortie ne va jamais dépendre que d'une seule entrée. Enfin, en pratique, ça dépend rarement d'une seule entrée. Ce qui se passe ici, c'est que, bon, si on lit, on s'amuse à lire un petit peu l'énoncé, hein, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une entrée alpha, donc alpha, on va les remonter. Alpha, c'est l'angle d'ouverture de la vanne, donc probablement de la vanne qui va ramener, euh, voilà, ici, la vanne qui va ramener le chauffage en fait dans les aérothermes et qui va faire que la chaleur se propage dans l'enceinte. Et il y a aussi θ0P, θ0P qui est la température extérieure. Effectivement, la température de la salle de cours va dépendre de l'ouverture des vannes, qui est l'énergie qu'on va rapporter, et de la température extérieure, parce que depuis l'extérieur, il y a des transferts thermiques qui s'effectuent. Vraiment, ça, c'est assez facile à comprendre. Et vous doutez bien que, voilà, si, en fait, là, on va arriver au théorème de superposition. On va essayer de rapidement expliquer comment on utilise le théorème de superposition, parce que c'est quelque chose de très important. Mais voilà, vous doutez bien que une sortie, donc c'est ici, la chose qui nous intéresse, c'est la température à l'intérieur de la pièce, ne va pas dépendre que d'une seule chose. Ça va dépendre de plein de paramètres qui vont être probablement extérieurs ou des paramètres qu'on va maîtriser. Mais c'est là où toute l'importance vient du théorème de la superposition. Alors, effectivement, on va l'utiliser ici. En fait, ce que le théorème de la superposition nous dit, il nous dit que, alors, comment je pourrais dire? Le terme de la superposition, il y a une façon compliquée de le voir, et il y a une façon simple. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, parce que j'ai plus les définitions en tête, hein, exactement, mais je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que la sortie, elle est fonction de la première entrée, alpha p, fois une fonction de transfert, plus θ0p fois une deuxième fonction de transfert. Alors on va me dire, pourquoi on fout deux fonctions de transfert? Ça ne sert à rien, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut imaginer dans le théorème de superposition, c'est que en fait, dans le terme de superposition, ce que les personnes se demandent, c'est on va regarder la température de la pièce si on considère uniquement l'ouverture des vannes.
on calcule la température, et on va faire ensuite de même. On va calculer la température de la pièce quand on considère uniquement la température extérieure. Et le théorème de superposition nous dit que le résultat, c'est une combinaison linéaire des effets, en quelque sorte, hein. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que pour calculer la température de fin, on suppose uniquement, par exemple, l'ouverture des vannes, on regarde ce qui se passe, on regarde le résultat, et on va supposer euh, uniquement la température extérieure, et on va regarder le résultat. Et en fait, comme dans la vraie vie, il y a ces deux phénomènes qui se passent en même temps, c'est beaucoup plus simple d'étudier, de supposer qu'il y en a un qui n'existe pas, et d'étudier le système sans, on va dire, par exemple, la température extérieure, puis ensuite de se dire, OK, je vais négliger celui que j'ai supposé au début, et je vais considérer la deuxième chose. Alors si on le met en application, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans ce système, dans ces schémas blocs ici, le terme de superposition va nous dire quoi? Le terme de superposition, il va nous dire, ben, je vais supposer que, par exemple, je n'ai pas de température, je n'ai pas d'énergie apportée par la vanne. C'est-à-dire qu'ici, ce que je vais avoir comme entrée, c'est zéro. Donc, c'est-à-dire que si j'ai zéro fois kV, donc là, je vous rappelle hein, que la sortie, SP, c'est égal à la fonction de transfert du bloc fois l'entrée. Si l'entrée égale zéro, ici, ce qu'on a au niveau de cette chaîne-là, c'est zéro. Parce que zéro fois kV, ça fait zéro. Mais ensuite, ça, c'est l'entrée de ce bloc échangeur. Et donc, comme l'entrée c'est 0, la sortie c'est 0. Et donc, ce qui va se passer, quand on suppose alpha, c'est-à-dire l'ouverture des vannes, on la suppose nulle, et ben on barre tout ce chemin-là. Et ce qui fait que la température de la pièce ne dépend que de la température extérieure. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. En fait, le théorème de superposition, il suppose que l'une entrée est nulle et l'autre entrée fonctionne normalement. On regarde, on fait les calculs, on regarde la sortie. Ensuite, la deuxième entrée, elle va être celle qui était considérée comme étant nulle, elle va être considérée comme étant active, puis l'entrée 1 va être supposée nulle. On va regarder le résultat. Et en fait, la somme de ces deux phénomènes, ça va nous donner le comportement final. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. On va essayer de le mettre en application cette fois-ci. Donc, ok, dégage, dégage. Ok. Donc, en fait, là, ce que nous dit le théorème de superposition, il nous dit que, d'après le théorème de superposition, on a ceci, hein. On a la sortie pardon, θ de P est égale à une combinaison linéaire des deux entrées, c'est-à-dire F1 de P fois, on va dire, je sais pas moi, fois alpha, qui est ici, hein, on rappelle, moi, je vais pas il est barré, plus F2 de P fois la deuxième entrée, θ0 de P. Ok. Et là, tout le but de cette manœuvre, ça va être de déterminer les fonctions de transfert. Donc, en fait, ce qu'on note, hein, c'est que f1 de p, pardon, c'est égal à θ1 de p, la sortie, divisé par l'entrée, alpha de p, quand θ0 de p est égal à 0. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On suppose que θ0 de p ici est nul. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se dégage, et donc notre fonction de transfert, c'est simplement une série en chaîne de blocs, de blocs. Donc ce qui fait que f1 de p, c'est égal à kv fois a de p fois b de p. Ouais, ça, normalement, ça devrait pas poser de problème, je pense, parce que c'est comme si on calculait uniquement ceci. Et là, forcément, si ce bloc-là, ici, le plus plus, on va barrer aussi le plus ici. Donc ce qui va se passer, c'est comme si on avait juste un fil entre ces deux-là. Ouais, voilà. Donc là, on a simplifié. Quand on retire cette entrée-là, ici, quand on retire cette entrée, on n'a pas de plus ici qui vient se rajouter. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'on passe à travers ce sommateur ici.
Et quand on passe à travers le sommateur, on le remplace par un fil. Ce fil qui veut dire qu'entre les deux, on va multiplier A et B, hein. Donc voilà, on a trouvé f1 de P est égal à kv A de P, B de P. Très bien. Et on va calculer f2, f2 de P. F2 de P, c'est égal à, euh, dans ce cas-là, qu'on va appeler θ2 de P sur, cette fois-ci, pas alpha P, parce qu'alpha P va être 0, mais θ0 de P, en supposant que alpha de P est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ah merde, j'ai barré tout mon truc. On va redessiner rapidement ça, hein. θ0 de P plus, ça c'est mon schéma bloc original. Là, ici, ce qu'on suppose, c'est que alpha de P est égal à 0 pour le calcul de cette fonction de transfert. Si alpha de P égale 0, ici on a 0. Ici on a 0, forcément 0 fois kv c'est égal à 0. Donc ici on a 0 aussi. Et 0 fois A de P c'est égal à 0. Comme on arrive ici avec 0, 0 plus le bloc qui vient du dessus, bah, en fait, ça revient juste à avoir le bloc du dessus. C'est-à-dire que tout ça, ça va être court-circuité, on peut le dégager. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, θ2 de P, donc la sortie, quand on considère uniquement la température extérieure ici, ça va être égal à, euh, en fait, F2 de P, ça va être juste égal à BP. Ah oui, parce que vous voyez bien que ici, ça devient l'entrée, ça, c'est la sortie, et ça, c'est le seul schéma bloc, le seul bloc qu'on a entre les deux. Et je vous rappelle que sortie divisée par entrée, c'est égal à la fonction de transfert. La fonction de transfert, ici, il n'y a qu'un seul bloc, c'est B de P, et donc on en retrouve BP, comme ceci. Ensuite, ce qu'il faut considérer, c'est que la sortie, θ de P, c'est-à-dire la température finale, ça va dépendre à la fois de... ça va considérer la somme des deux. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est la somme des effets. Donc, c'est-à-dire que la sortie, ça va être égal à kV, AP, BP fois l'entrée considérée, donc c'était alpha P, plus, euh, plus BP fois θ0 de P. Et voilà. Donc, on vient de trouver, grâce au théorème de superposition, la température finale en fonction des deux entrées. En fait, le théorème de superposition, à quoi il nous sert? Il nous sert à avoir, quand on a je vais prendre un brouillon là sur le côté. Quand on a un système qui, par exemple, va dépendre de plusieurs entrées. Par exemple, ici, on a plus, moins. On va prendre un système vraiment compliqué, hein. On va mettre ici θ1, θ2, θ3. On a, on va supposer ici, je vais faire un exemple assez compliqué pour schématiser tout ça, hein. Ok, ici on a A, ici on a θ1, ici on a θ2 fois A qui arrive ici, et ici on a un plus θ3. Ok, A, et là ici on a θt. Ok, donc, qu'est-ce qu'il nous dit le terme de superposition? Il nous dit, en fait, vous savez que quand on a une sortie comme ceci, c'est-à-dire la température de je ne sais quoi, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Ici, on va dire que c'est la température due aux échanges de chaleur avec l'extérieur. Le θ2, on va dire que c'est votre chauffage, et le θ3, on va dire que c'est le rayonnement de la lampe. Ou bien votre ordinateur qui souffle très fort, par exemple. Votre ordinateur gaming qui souffle très fort. Euh, bon, ce serait plus logique d'avoir ici le chauffage et ici. Bon, on va supposer ça comme ça, hein. Ok, ordi. Donc en fait, la température de la pièce, ici, est θt, c'est égal à une combinaison linéaire des effets causés par tous ces trucs qui produisent ou qui font des pertes de chaleur. Donc, ce qu'on va supposer, c'est que θ de t, c'est égal à θ3 fois la fonction de transfert associée à θ3, plus θ2 fois associée à la fonction de transfert f2, plus θ1 associé à la fonction de transfert f1. Comment on va faire pour calculer ce truc qui a une multidépendance? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que, par exemple, il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y a pas d'échange thermique, et on va considérer uniquement comment votre ordinateur fait chauffer la pièce. C'est-à-dire que, ben, ici, ce qu'on remarque, c'est que entre θ3 qui serait l'entrée
c'est-à-dire le truc qui fait chauffer votre pièce, et θT qui est la sortie, c'est-à-dire la température de votre pièce, il y a juste un schéma bloc, le A. Donc c'est-à-dire que considérant θT est égal à A fois θ3 de T. On va mettre dans la place, hein, parce qu'on n'a pas mis dans la place ici. Euh, ok. Donc, ça veut dire que A, c'est la fonction de transfert qui est le lien entre la température de l'ordinateur et la température de la pièce. Et ça, c'est ici, c'est la fonction de transfert. C'est le seul schéma bloc qu'on a rencontré sur la route. Admettons que cette fois-ci, on considère euh, uniquement l'entrée θ2, c'est-à-dire uniquement le chauffage. On va regarder comment le chauffage impacte la température totale. Du coup, on néglige les échanges thermiques à l'extérieur, on néglige qu'il y a un ordinateur, et qu'est-ce qu'il nous reste ici? Alors, vous voyez bien que on passe par un schéma bloc ici avant. Bon, on va noter A1 pour éviter les répétitions, mais θ2, pour aller jusque θ, il rencontre le schéma bloc A1, enfin le bloc A1, un bloc moins ici, parce que regardez bien, il y a le signe à l'intérieur, et un autre bloc A. Donc, la fonction de transfert, elle va pas être si évidente que ça. θt, la sortie, c'est égal à θ2 fois la fonction de transfert f2. Voilà, on va tout renoter en P, hein, je suis désolé. La fonction de transfert f de P. Et comment on fait pour trouver cette fonction de transfert? Eh ben, on va multiplier ce qu'on croise sur la route, donc ça veut dire A1 fois -1 fois A fois θ de P1. Et vous remarquez que ici, ça, c'est la fonction de transfert. Donc A moins A A1 θ de P, c'est la fonction de transfert qui fait ça. Enfin, ce dernier exemple là, c'était juste pour vous faire voir quand il y avait plusieurs entrées, θ1, θ2 et θ3. On va successivement mettre celle-ci égale à 0, celle-ci égale à 0, et considérer uniquement le chauffage. Puis une fois on a trouvé la fonction de transfert avec celui-ci, hop, on va tout annuler, on va revenir sur nos pas, on va supposer que le chauffage est nul, on va supposer que θ3 est nul, et on va considérer uniquement l'entrée θ1, etc., etc. Et vous trouverez la fonction de transfert totale ici. Enfin, le théorème de superposition va vous donner trois fonctions de transfert, et quand vous allez les mettre bout à bout, ça va vous donner la réponse.